Lors d'un barbecue dans le jardin, ma grand-mère a dit fort, ton prêt automobile est maintenant entièrement remboursé. 12 000 € ce n'est pas rien, mais tu le vaux bien. J'ai cligné des yeux. Grand-mère, je n'ai même pas de voiture. La table est devenue silencieuse. Et juste à ce moment-là, ma sœur est entrée, tenant ses nouvelles clés. Je n'ai pas dit un mot. 2 heures plus tard, j'ai ouvert l'application de prêt et j'ai vu. Ensuite, grand-mère a cherché dans son sac à main, a sorti un dossier et l'a fait glisser sur la table. À 2 heures du matin, mon téléphone s'est allumé avec des messages de chaque membre de la famille. À 2 heures du matin, mon téléphone s'est allumé avec des messages de chaque membre de la famille. Cela devait être un après-midi décontracté. Des hamburgers, de la limonade, des chaises pliantes sur une pelouse qui sentait encore le paillis frais. Un barbecue dans le jardin. Rien de fantaisiste. Le genre de jour où vous vous présentez avec un pack de 6 bières et repartez avec des piqûres de moustiques et des coups de soleil. Je ne m'attendais à rien de dramatique. J'étais venu pour soutenir, pour être présent, peut-être retourner quelques chiens chauds, rire avec les enfants, disparaître dans le décor comme je le fais d'habitude. Je n'essayais pas de faire une déclaration. Juste être là. Ensuite, grand-mère a parlé fort, joyeusement, comme si elle portait un toast. Ton prêt automobile est entièrement remboursé maintenant. 12 000 €, ce n'est pas rien, mais tu le vaux bien. Les rires autour de la table ne se sont pas arrêtés. Ils ont fait une pause. J'ai cligné des yeux. Grand-mère, je n'ai même pas de voiture. Silence. Elle a eu l'air confuse, puis a jeté un coup d'œil à sa gauche, juste une lueur de panique. Et juste à ce moment-là, ma sœur est entrée, brandissant un nouveau jeu de clés, comme si elle avait gagné à la loterie. Le porte-clés se balançait, chromé et rouge. Elle souriait comme si elle n'avait rien entendu. Personne n'a dit un mot. Pas ma mère, qui coupait de la pastèque. Pas mon père, qui regardait son assiette comme si elle contenait des réponses. Pas même mon cousin Andrew, qui plaisantait toujours sur tout. Tout le monde s'est juste décalé. C'est à ce moment-là que j'ai su que ce n'était pas un accident. Je n'étais pas censé le savoir. Je n'étais pas censé demander. Ils avaient ouvert le compte à mon nom sans me consulter et ils ne pensaient pas que je le remarquerais ou ils pensaient que je l'avalerais comme toujours. Sourire, hocher la tête, dire que je suis content qu'elle soit heureuse et donner encore plus. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas cherché la confrontation. Je suis juste resté là, la peau picotant sous le soleil d'été, et je me suis rassis comme si de rien n'était. 2 heures plus tard, alors que tout le monde était à l'intérieur en train de rire devant une vidéo TikTok sur la grande télévision que j'avais achetée à Noël dernier, j'ai ouvert mon application de prêt sur mon téléphone. Approuvé. 12 000 € effacés à mon nom. Je n'ai pas dit un mot. Mes mains n'ont pas tremblé. Ma mâchoire ne s'est pas contractée. J'ai juste fermé l'application, vérifié la date, fait une capture d'écran de la page d'approbation. Quand j'ai levé les yeux, grand-mère marchait vers moi. Plus de sourire maintenant. Elle ne m'a pas regardé, a juste cherché dans son sac à main, et a sorti un épais dossier jaune. Elle l'a fait glisser sur la table sans un mot, sans un regard. À l'intérieur. Des impressions, des contrats, des papiers de concessionnaire, le tout signé par moi. Sauf que je n'avais jamais rien signé. Cette nuit-là à 2h03 du matin, mon téléphone s'est allumé avec des notifications, 13 messages, 5 appels manqués, et un message vocal de ma sœur qui commençait par « S'il te plaît, ne fais rien de fou, d'accord ?» Je n'ai pas répondu. J'avais déjà fait quelque chose de bien pire que fou. J'étais devenu silencieux. Le dossier est resté sur le comptoir de ma cuisine pendant 3 jours. Je n'y ai pas touché. Pas au début. Je l'ai juste laissé reposer là comme une relique maudite, me mettant au défi de l'ouvrir à nouveau. Et la 3e nuit, quand je ne pouvais pas dormir, je l'ai finalement fait. C'est alors que le schéma est devenu clair. Ce n'était pas seulement la voiture. C'était la facture d'électricité de l'automne dernier, celle dont ma mère avait dit que c'était probablement une erreur quand j'avais demandé pourquoi j'avais été facturé 2 fois. C'était le 2e service de diffusion de vidéos que mon père ne connaissait pas. Je payais toujours même si j'avais supprimé leur profil il y a des mois. C'était la caution scolaire de 500 € dont l'enfant de ma sœur avait besoin. Juste temporairement, sauf qu'ils ne m'ont jamais remboursé.
Ils n'en ont même plus jamais reparlé. J'ai retracé les dates, aligné les charges. Chaque faveur est devenue un précédent. Chaque euro que j'ai couvert est devenu une attente. Et chaque silence, chaque fois que je n'ai pas repoussé, est devenu une permission. Je n'étais pas la famille. J'étais le financement. Je me suis senti utilisé financièrement, émotionnellement. Et le pire, c'est qu'ils le savaient. Le dossier de grand-mère contenait les reçus, littéraux et figurés, des impressions du concessionnaire, des plans d'assurance, mes détails financiers, des pages et des pages de mouvements audacieux faits avec une confiance volée et une familiarité forgée. J'ai tourné à la dernière feuille et j'ai vu ma propre signature photocopiée d'un ancien document que j'avais signé pour un stage d'été, grossièrement calqué sur un accord de financement. Il n'avait même pas essayé de le cacher parce que pourquoi le ferait-il? J'étais le gars fiable, le gars calme, celui qui ne fera pas de scène. Les souvenirs sont venus comme une traînée de poudre. L'anniversaire auquel je n'étais pas invité parce que la table ne pouvait accueillir que 10 personnes, mais mon relevé bancaire montrait des frais de 600 € pour le traiteur. Le mariage où j'ai payé les arrangements floraux et où je n'étais pas listé dans le programme. Les vacances de groupe où j'ai couvert la location et reçu un message de remerciement destiné à quelqu'un d'autre. Chaque souvenir s'est réorganisé dans ma tête, non pas comme des insultes isolées, mais comme des points de données dans une longue et silencieuse trahison. Ils ne m'aimaient pas moins. Ils m'appréciaient juste pour ce que je donnais plus que pour ce que j'étais. Et je les ai laissés faire. Je les ai laissés me dire que j'avais de la chance d'être inclus. Je les ai laissés rire quand j'offrais mon aide parce qu'aider était la seule façon dont ils savaient m'accepter. Mais maintenant la vérité était juste là. Sur le papier, ils avaient dépensé 12 000 € sous mon nom, acheté une voiture, donné les clés à ma sœur, souri à travers tout cela comme si c'était une bénédiction parce qu'ils supposaient que je ferais ce que je faisais toujours, payer, disparaître. Et attendre une bride de gratitude qui ne venait jamais. Mais cette fois, ils avaient mal calculé. Cette fois, j'avais cligné des yeux et tout vu. Cette nuit-là, je me suis connecté à tous les comptes bancaires que je possédais, j'ai changé tous les mots de passe, gelé tous les paiements automatiques, retiré mon rapport de crédit, et puis j'ai appelé le concessionnaire. Bonjour, ai-je dit. Je pense qu'une voiture a été achetée sous mon nom sans mon consentement. L'homme au téléphone est devenu silencieux, puis a demandé, votre nom est Kevin? J'ai dit, oui. Et il a soupiré. Je me doutais que vous appelleriez. Le représentant du concessionnaire a gardé ce calme du service client, mais la tension dans sa voix m'a dit tout ce qu'il savait. Pas les détails. Pas encore. Mais il avait vu le genre de désastre qui venait déguisé en signature familiale. Vous êtes techniquement le propriétaire inscrit, a-t-il ajouté. Je n'ai pas répondu tout de suite, j'ai juste fixé le dossier que grand-mère avait fait glisser sur la table comme un verdict de tribunal. Je n'avais pas dormi. Mes mains ne tremblaient pas. Ma mâchoire ne se contractait pas, mais tout en moi était devenu tranchant comme un rasoir. Je ne voulais pas d'excuses. Je voulais un moyen de pression. Et j'en avais fini de jouer la carte du silence. Vous récupérerez la voiture ce soir. J'ai dit, pause. Oui, monsieur. Je vais initier le protocole de saisie maintenant. J'ai raccroché et ouvert mon ordinateur portable. Pendant les 7 heures suivantes, je suis devenu ce qu'il craignait le plus. Le silencieux qui faisait enfin du bruit. Phase 1, la récupération des limites. D'abord sont venus les comptes. Le service de film a disparu. Tous les profils ont été effacés. Même le profil familial avec l'émission préférée de grand-mère en favori. Le service de musique a été rétrogradé au niveau gratuit. 5 personnes ont appris soudainement à quoi ressemblent les publicités. Le service de livraison rapide a été révoqué. Plus de livraison gratuite pour les cadeaux d'anniversaire qu'ils ne m'ont jamais envoyés. Le gestionnaire de mots de passe a été réinitialisé. Chaque identifiant partagé a disparu. L'accès à la maison intelligente. Je l'ai construit. Je l'ai démantelé. Le thermostat a été verrouillé. Les caméras ont été mises hors ligne. Le réseau sans fil a été débranché de ma console professionnelle. Le stockage en nuage a été annulé. Les photos de sauvegarde. Les documents. Les fichiers partagés se sont évanouis dans le vide qu'ils supposaient permanent. Mon téléphone s'est allumé en quelques heures. Maman,
Il y a un problème avec le réseau sans fil. Papa, le thermostat s'est-il réinitialisé? Sœur, pourquoi l'application de la caméra indique-t-elle un appareil non autorisé? Je n'ai pas répondu. Je ne faisais que commencer. Phase 2, l'extraction financière, leur prêt hypothécaire. Je l'avais co-signé. C'était temporaire, disait-il. Juste jusqu'à ce que les choses se stabilisent. Elles ne se sont jamais stabilisées parce que pourquoi le ferait-elle quand j'étais le tampon? Je me suis connecté au portail du prêteur et j'ai commencé le processus pour me retirer du prêt. Cela a déclenché un examen automatique. La banque m'a appelé dans l'heure. Je crains qu'il ne soit pas qualifié sans vous, a déclaré le représentant. Tant mieux, ai-je répondu. Le représentant n'a pas discuté. 2 jours plus tard, la banque a envoyé un courrier électronique avec une estimation de prémise à jour. Leur paiement mensuel doublerait presque si je partais. C'était soit refinancer, soit perdre la maison. Je ne leur ai pas dit. Laissez-les ouvrir ce courrier électronique au petit déjeuner. Laissez-les essayer de m'appeler quand le tampon arrêtera de faire tampon. Phase 3, l'audit des actifs. J'ai creusé plus profondément, au-delà des abonnements et des factures. J'ai trouvé l'ancien bail de l'unité de stockage que je payais, celle qui contenait la moitié des objets de famille. J'ai trouvé l'assurance commerciale pour leur bureau à domicile sous mon nom. J'ai trouvé le compte d'hébergement pour le site de photos de famille qu'ils utilisaient à chaque fête. Je l'ai supprimé. J'ai ouvert l'enregistrement de domaine pour la petite activité secondaire de préparation de déclaration de revenus de mon père. Devinez qui a payé le renouvellement pour les 6 dernières années? Je l'ai transféré à un registraire privé et je l'ai verrouillé. Ensuite, j'ai appelé le fournisseur de logiciels de comptabilité et j'ai révoqué leur licence. Leurs dossiers fiscaux n'étaient plus accessibles. Leur renouvellement automatique a été annulé. Je ne volais rien. Je le récupérais. Phase 4, l'arrêt du système. À l'époque où j'ai créé mon entreprise, une société d'infrastructure informatique et de développement complet. Je leur ai donné accès aux mêmes outils que mes clients corporatifs utilisaient. Protection par pare-feu, optimisation du réseau, sauvegarde cryptée. Ils pensaient que j'aidais simplement. Ils n'ont jamais lu les papiers. Je me suis connecté au système et j'ai reclassé les 2 comptes, l'entreprise de mes parents et la clinique de mon oncle, de l'accès gratuit familial à résilier. Le système a mis en file d'attente une désactivation complète. J'ai laissé une note sur leur tableau de bord d'administration. Cette infrastructure a été maintenue sans frais depuis 2016. Avec effet immédiat, tous les services ont été révoqués. Aucune émotion, aucun avertissement, juste une rupture numérique. À 18h12, mon oncle a laissé un message vocal qui était mi-confusion, mi-panique. Nous ne pouvons pas nous connecter. Nos fichiers ont disparu. As-tu été piraté? Appelle-moi dès que possible. Je ne l'ai pas fait. À 18h45, un message de mon père. Tu es allé trop loin. Il ne s'agit pas seulement de la voiture. Non, ce n'était pas le cas. Ça ne l'a jamais été. Phase 5, l'exposition stratégique. J'avais toujours les captures d'écran, les formulaires du concessionnaire avec ma fausse signature, l'approbation du prêt, le dossier de grand-mère. Je les ai compilés en un seul document numérique, horodaté, organisé, factuel. Puis je l'ai envoyé à 3 personnes. Le comptable de ma famille, un enquêteur de fraude que je connaissais par un ancien client, mon avocat. À 21h, j'avais un plan en mouvement. La voiture saisie, la fraude signalée, mes liens financiers rompus, leur infrastructure hors ligne, leurs secrets documentés, et le coup final, le silence. Je n'ai pas crié, je n'ai rien publié, je n'ai appelé personne parce que le silence n'était pas une retraite. C'était un verdict. À minuit, mon téléphone avait 112 appels manqués. 13 de ma sœur, 21 de mon père, 2 messages vocaux de grand-mère, un en larmes, un en colère. Mais je n'ai pas écouté. Je savais ce qu'ils allaient dire. Tu déchires cette famille. Non, ils la déchiraient. J'ai juste arrêté de la recoller. Ils n'ont pas appelé pour s'excuser. Ils ne le font jamais. Ils ont appelé pour contrôler, pour manipuler, pour me rappeler que j'étais l'un d'entre eux. Même après tout ce qu'ils avaient fait. La nuit où la voiture a été saisie,
mon téléphone n'a pas arrêté de vibrer. Il s'est illuminé comme si une bombe avait explosé dans un groupe de discussion que je n'avais pas demandé à rejoindre. Ma sœur a été la première. Ils ont dit que la voiture est partie. Que as-tu fait? Puis ma mère. S'il te plaît, appelle. Nous ne comprenons pas pourquoi tu fais ça. Puis papa. C'est enfantin. Tu te ridiculises. Je n'ai pas répondu. Ils n'étaient pas confus. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient allés trop loin et ils ne pouvaient pas le supporter. À 2h36 du matin, un autre appel est arrivé. Ma sœur encore, en pleurs. Ils ont dit qu'il pourrait y avoir des poursuites. Je ne savais pas qu'ils la prendraient. Je pensais que tu arrangerais ça. J'ai mis fin à l'appel sans un mot parce que c'était le cœur du problème. Ils n'ont jamais cru que quoi que ce soit que je faisais avait un poids réel, de vraies dents. Ils pensaient qu'ils pouvaient me voler. Mentir, falsifier et simuler. Et que je réparais ça comme je le faisais toujours. Pas cette fois. Dès le lendemain matin, le désespoir a muté en quelque chose de plus sombre. Ma tante a publié sur un réseau social. Déchirant quand la famille se retourne contre vous. Mais la vérité fait toujours surface. Nous avons des preuves. Des preuves. C'est ce qu'ils considéraient comme les documents. Même si je ne les avais jamais signés. De faux comptes. Une traînée de dettes qui menait directement à moi. Je n'ai pas répondu. J'ai laissé le silence faire ce que les mots ne pourraient jamais faire. Mais ensuite, les messages textes se sont transformés en calomnies pures et simples. Tu as toujours voulu de l'attention. Tu l'as enfin eu. Tu as détruit la vie de ta sœur pour un malentendu. Nous avons pris soin de toi quand personne d'autre ne le voulait. Ce n'est pas de la justice. C'est de la cruauté. Tu penses que ça te rend fort? Ça te rend seul. Ils ont essayé tous les angles. La culpabilité, la honte, la manipulation, même la pitié. Ils ont tiré sur tous les leviers sauf celui qui importait, la responsabilité. Et quand ça n'a pas marché, ils se sont présentés à ma porte. Aucun avertissement, aucun rendez-vous, juste des points frappants et des voix élevées à l'extérieur de mon appartement. Parle-nous. Tu es toujours notre fils. Et puis mon père, tu le regretteras. Tu reviens toujours. Attends de voir. Je n'ai pas ouvert la porte. Je ne m'en suis même pas approché. Ils n'étaient pas là pour trouver une résolution. Ils étaient là pour le contrôle. Pour un retour au statu quo, où je restais silencieux et où ils restaient à l'aise. Cette nuit-là, j'ai reçu un courrier électronique de ma mère. Sujet, tu as fait passer ton message. Le corps du texte disait, nous contactons un avocat. Ce n'était pas une fraude. C'était la famille. Si tu continues à nous harceler, nous intenterons une action en justice. Ils pensaient pouvoir inverser les rôles, que j'étais celui qui avait franchi la ligne, que déposer un rapport de fraude pour quelque chose qu'ils avaient réellement fait faisait de moi l'agresseur. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai fait quelque chose de pire. Je suis resté avec ça. Je les ai laissés ressentir le vide. L'absence du réparateur. Le vide laissé quand celui qui était fiable arrêtait de répondre aux appels et ça a marché. Le lendemain, le ton a changé. S'il te plaît, parle-nous. Tu as fait passer ton message. Nous nous effondrons ici. Nous ne pensions pas que ça irait si loin. Puis ma sœur à nouveau. Je ne savais pas ce qu'il faisait. Je pensais juste que tu serais d'accord. Mais elle le savait. Ils le savaient tous. Ils comptaient sur mon silence. Et quand ils l'ont perdu, ils ont perdu leur bouclier. J'ai rencontré mon avocat cette semaine-là. Je lui ai tout montré. Le contrat du concessionnaire, les documents falsifiés, les journaux d'appel, les captures d'écran. Voulez-vous porter plainte, a-t-il demandé. Non, ai-je dit. Préparez juste tout. Au cas où il le ferait. Mouvement intelligent, a-t-il répondu. Ils ne s'attendront pas à ça. Il avait raison. Parce que ce à quoi ils s'attendaient toujours, c'était la soumission, un soupir, un hochement de tête passif, un chuchotement, c'est bon. Pas cette fois. Je ne criais pas. Je ne les supprimais pas de ma vie avec un claquement de porte dramatique.
Je faisais quelque chose de beaucoup plus silencieux. Je les laissais s'effondrer d'eux-mêmes. Ce week-end-là, ma sœur a encore envoyé un message texte. Une ligne, as-tu fini? Parce que je suis sur le point de tout perdre. Je l'ai regardé pendant un long moment. Puis j'ai tapé non et je l'ai supprimé. Non pas parce que j'avais changé d'avis, mais parce que j'avais réalisé quelque chose de plus terrifiant que n'importe quelle réponse que je pourrais envoyer. Le fait que je n'avais plus rien à dire. Ce n'était pas des représailles. C'était la responsabilité. Et c'était permanent. Je n'avais pas l'intention de rendre l'affaire publique. Au début, le silence semblait plus propre, plus froid, plus chirurgical. Mais ensuite, ils ont commencé à parler, pas seulement dans les messages, pas seulement dans mon dos. Ils ont été les premiers à le rendre public. Ma sœur a publié une photo sur son réseau social. Un autoportrait sous une lumière douce, du maquillage taché de larmes. La légende disait, c'est dur quand les personnes qui devaient être là pour toujours s'avèrent être votre leçon. Reconnaissante pour ceux qui sont encore là. 200 j'aime en moins d'une heure. Les commentaires étaient pleins de cœur et de sympathie. Les amis s'identifiant les uns les autres, les messages directs volants, la famille partageant la publication comme une vérité absolue. Et j'ai vu l'histoire se former, que j'étais l'instable, le dramatique, le frère amer qui a craqué et tout ruiné. Le gars qui a repris une voiture comme si c'était un jouet et a laissé sa petite sœur en plan. Qui a piraté le réseau sans fil de la maison, coupé le service de film, et pris la famille en otage à cause d'un malentendu. J'ai fait défiler les commentaires. Tu ne mérites pas ça. Certaines personnes veulent juste le contrôle. Couper les ponts avec les personnes toxiques est difficile mais nécessaire. Personne ne savait ce qui s'était réellement passé. Personne n'a demandé. Et j'ai réalisé que si je ne disais rien bientôt, ils s'approprieraient l'histoire. Ils réécriraient tout en leur faveur. Alors, j'ai construit la vérité. Pas une diatribe, pas un effondrement, un dossier, des captures d'écran, des contrats, des journaux d'appel, l'approbation du concessionnaire avec la signature falsifiée, les documents financiers du dossier de grand-mère, des captures de discussions de groupe. Le courrier électronique de la banque confirmant que mon nom avait été utilisé frauduleusement. Tout cela vérifié, horodaté, la vérité. Ensuite, j'ai rédigé la publication, pas sur mon réseau social personnel, ni sur mon application de photos, mais sur LinkedIn, parce que je la voulais là où cela importait et dans le monde qui me connaissait comme étant calme, capable, serein. Le titre disait, quand la famille franchit la ligne, un fil d'avertissement sur l'exploitation financière et l'usurpation d'identité. Ensuite, j'ai raconté l'histoire. Pas émotionnellement, factuellement. Comment mon nom a été utilisé pour un prêt de 12 000 € que je n'avais jamais approuvé. Comment la voiture a été offerte à quelqu'un d'autre. Comment la réponse n'a pas été des excuses mais de la calomnie. Je n'ai pas nommé de nom, mais tous ceux qui avaient besoin de savoir savaient. À la fin de la journée, elle avait plus de 30 000 vues. Ensuite sont venus les messages. Pas d'étrangers, de personnes dont je n'avais pas entendu parler depuis des années, d'anciens collègues, de camarades de classe, même un cousin que je n'avais pas vu depuis le lycée m'a envoyé un message. Merci de l'avoir dit. Je pensais que j'étais le seul. Dès le deuxième jour, ma boîte de réception était inondée, mais pas seulement de soutien, d'histoire. Mon père a falsifié ma signature sur un prêt étudiant. Ma sœur a utilisé mon numéro de sécurité sociale pour demander une carte de crédit. Elle me blâme encore. Ils appelaient ça de l'aide. J'appelais ça de la dette. Je n'avais pas lancé un mouvement, mais j'avais touché une corde sensible. Et ma famille, ils ont remarqué vite. Ma mère m'a appelé 11 fois en une nuit. Pas de messages vocaux, juste des appels vides. Mon père a envoyé un courrier électronique intitulé « Retire-la ». À l'intérieur, il était dit « Tu embarrasses tout le monde. Si tu penses que diffuser nos affaires privées en ligne te donne l'air fort, tu te trompes. Retire-la ou il y aura des conséquences. » Il l'a signé avec son nom complet comme un étranger. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai épinglé la publication et j'ai envoyé le dossier numérique, celui avec chaque reçu, aux comptables de leur famille au cas où ils essaieraient de déclarer la voiture sur leurs impôts. J'ai joint un bref message. En cas de contrôle, veuillez noter que je n'ai ni autorisé ni initié cet achat. Rapport déposé pour utilisation financière abusive, documentation ci-jointe.
Aucune émotion, juste une protection de responsabilité. Cette nuit-là, ma cousine Ellie a appelé. J'ai tout vu, a-t-elle dit. Sa voix tremblait. Puis elle a ajouté, tu dois savoir qu'ils disent que tu es dangereux, que tu essaies de ruiner la famille exprès, que tu as perdu la tête. J'ai ri. Pas parce que c'était drôle, parce que c'était tellement prévisible. C'est ce que les gens disent quand le bouc émissaire brûle le masque. Mais Ellie n'avait pas fini. Il y a eu une réunion, a-t-elle chuchoté. Grand-mère, oncle Ray, maman, tout le monde. Ils ont fait circuler des impressions, de faux messages, des messages que tu n'as pas envoyés. J'ai fait une pause. Tu es sûr? J'en ai vu un. Il disait que tu prévoyais de poursuivre tout le monde en justice. Que tu construisais un fond de vengeance pour tous nous faire tomber. Je n'ai pas répondu, je l'ai juste remercié et j'ai fait une autre copie du dossier numérique, cette fois avec une nouvelle étiquette. Réponse préparée, défense de réputation. Puis j'ai ouvert mon courrier électronique et j'ai fait ce que j'évitais depuis des semaines. J'ai tout envoyé à mon avocat. Tous les documents, la publication du réseau professionnel, les calomnies, les menaces de la discussion de groupe familial, les captures d'écran qu'Ellie avait discrètement envoyées de la réunion. Il a répondu 10 minutes plus tard. Parlons-en lundi, mais pour votre information, c'est déjà suffisant pour diffamation, fraude et une action au civil. Je ne voulais pas de procès, mais je voulais être prêt parce que le pouvoir, le vrai pouvoir, n'est pas seulement dans ce que vous dites. Il est dans ce que vous pouvez prouver. Le lendemain matin, le masque s'était fissuré durement. L'oncle Ray m'a envoyé un message. Retire la publication. Tu humilies tes parents. Grand-mère, tu devrais avoir honte de nous traîner là-dedans en ligne. Ma sœur, une ligne, j'espère que ça en valait la peine. Et pour la première fois, j'ai répondu. J'ai tapé, ça n'en valait pas la peine. C'était nécessaire. Puis je l'ai bloqué. Pas par colère, par paix. Parce que quand quelqu'un commet un vol d'identité émotionnelle, vous ne lui devez pas de conclusion. Vous devez la liberté. Je n'avais pas rendu l'affaire publique par vengeance. J'avais rendu l'affaire publique pour respirer. Et quand j'ai finalement fermé le couvercle de mon ordinateur portable cette nuit-là, quelque chose m'a frappé. Ils n'étaient pas en colère parce que j'avais menti. Ils étaient furieux parce que j'avais dit la vérité à voix haute. Et maintenant, tout le monde pouvait les voir sans le masque. Ils n'ont pas demandé pardon. Ils ont demandé l'accès. Ils ne sont pas venus faire la paix. Ils sont venus récupérer une propriété qu'ils pensaient posséder encore. Moi. C'était un dimanche. Calme. Trop calme. Je buvais du café avec la fenêtre entr'ouverte, lisant des messages de soutien d'étrangers et d'amis lointains qui me voyaient maintenant pour qui j'étais vraiment. Pas la mère, pas le problème, mais le survivant qui a arrêté de survivre et a commencé à marcher. Et puis on a sonné à la porte. Je savais avant de regarder. Maman, papa, ma sœur. 3 pas derrière eux, portant des lunettes de soleil comme si le chagrin était à la mode. Ils se tenaient là comme des missionnaires vendant la rédemption. Ma mère avait quelque chose dans les mains. Une boîte. Je n'ai pas demandé ce qu'il y avait à l'intérieur. Mon père a parlé le premier. Nous voulons juste parler. Je n'ai pas répondu. Ma mère a tendu la boîte comme une offre de paix. C'est tout. Les reçus, le titre de la voiture, les fermetures de compte. Nous réparons les choses. Je les ai laissés parler. Je les ai laissés dire les mots qu'ils pensaient réparer les choses. Que j'avais toujours été aimé, qu'ils ne savaient pas que je ressentais cela, qu'ils étaient sous pression, qu'ils avaient paniqué, qu'ils ne le pensaient pas. Mais il y a quelque chose de sauvage qui se produit quand les gens comprennent enfin qu'ils ont perdu le contrôle. Ils commencent à prétendre qu'ils ne l'ont jamais voulu en premier lieu. Ma sœur est restée silencieuse jusqu'à la toute fin. Et puis, comme une horloge, elle a dit la phrase que je savais venir. Nous étions une famille autrefois avant tout ça. Tout ça, elle voulait dire la vérité. Elle voulait dire mes limites. Elle voulait dire la partie où j'avais refusé de financer son confort pour toujours. Je suis sorti, j'ai fermé la porte derrière moi, non pas pour les inviter à entrer, mais pour en finir dehors. J'ai regardé mon père et j'ai dit, tu n'as pas perdu une voiture. Tu as perdu le droit de demander.
Je me suis tourné vers ma mère. Tu n'as pas perdu un fils. Tu as perdu ton bouclier silencieux. Puis j'ai fait face à ma sœur. J'ai dû redéfinir ce que je pouvais donner. Il se tenait là à attendant la fissure, que la voix en moi se brise, que je dise « mais vous êtes toujours ma famille ». Mais je ne l'ai pas fait. J'ai dit « il n'y a pas de retour en arrière possible ». Pas parce que je vous déteste. Parce que je m'aime enfin trop pour revenir ramper dans cette cage. Ma mère a chuchoté « alors c'est ça ». J'ai hoché la tête. Pas de grand discours. Pas d'adieu dramatique. Juste ça. Mon père m'a regardé comme si j'étais un étranger. Et pour la première fois, il avait raison. Il ne connaissait pas la personne qui se tenait devant lui parce que celle dont il se souvenait aurait payé le déjeuner après ça. Se serait excusé d'avoir rendu les choses inconfortables. Aurait proposé de les ramener chez eux en voiture. Je n'étais plus cette personne. Ils sont partis sans un autre mot. Pas de menaces, pas de larmes, juste le son de la portière de la voiture qui claque. Je ne les ai pas regardés s'éloigner. Je n'ai pas attendu le deuxième coup. Je me suis retourné et je suis rentré à l'intérieur, je me suis assis à la table, j'ai fini mon café, et pour la première fois de toute ma vie, je n'ai pas eu l'impression de devoir quoi que ce soit à qui que ce soit.